L'alpha et le bêta sont des mesures qui servent à évaluer le niveau des risques et de performance d'un investissement. On parle de coefficient alpha et de coefficient bêta. L'alpha mesure le niveau de performance d'un investissement par rapport au marché, par rapport à un indice de référence. Il se calcule en soustrayant la performance du marché à la performance du fonds ou du portefeuille que l'on souhaite mesurer. Si l'alpha est positif, cela signifie que le portefeuille a battu le marché, il y a une surperformance. Si l'alpha est négatif, il y a une sous-performance du portefeuille mesuré. L'alpha, c'est ce que recherchent tous les gestionnaires de fonds actifs. Ils essayent de sélectionner des titres qui feront mieux que l'indice de référence, le but étant d'obtenir un alpha positif. Dans l'un de ses livres, Larry Swedroe compare d'ailleurs l'alpha à une sorte de Graal que chaque investisseur ou gestionnaire de portefeuille chercherait à atteindre. Mais malheureusement, dans les faits, les études montrent qu'en moyenne, au bout de 15 ans, seuls 5 à 10% des gestionnaires ont fait mieux que leur indice de référence. Les fonds actifs obtiennent donc très rarement un alpha positif. L'exemple le plus connu d'un investisseur qui a obtenu un alpha positif à long terme, c'est Warren Buffett. Il partage chaque année la performance de son entreprise, Berkshire Hathaway, dans la lettre à ses actionnaires. On peut voir dans sa dernière lettre, qui reprend l'historique total de sa performance, il a obtenu un rendement de 20% par an en moyenne depuis 1965 contre 10,2% pour le SP500. Buffett a ainsi obtenu un alpha de 9,8%, ce qui est assez impressionnant car il a battu le marché sur une très longue période. Il y a aussi d'autres investisseurs comme Peter Lynch ou Jim Simons qui sont connus pour avoir obtenu un alpha largement positif durant plus d'une décennie. Inversement, j'ai pris un fonds actif au hasard, Carmignac Patrimoine. On peut voir sur Morningstar que ce fonds a fait nettement moins bien que son indice de référence depuis 2011. Et si on regarde année après année, sa performance nette par rapport à celle de l'indice est affichée. Cela correspond donc à son alpha, qui a été négatif chaque année, comme on peut le voir à l'exception de l'année 2020. Au final, ce fonds actif, ce n'est pas un cas isolé, il reflète bien le fait que la grande majorité des fonds actifs obtiennent un alpha négatif. Si on prend un autre exemple avec un robo-advisor comme Yomoni, son profil offensif P10 sur compte titre a obtenu un rendement de 65% ces 5 dernières années, ce qui donne un rendement annuel de 10,5% par an. Mais dans le même temps, le MSCI ACWI, l'indice de référence, a progressé de 75% sur la même période, ce qui donne un rendement annuel de 11,8% par an. Cela permet de se rendre compte qu'il est difficile pour un fonds actif d'obtenir un alpha positif une fois les frais déduits. Maintenant, si l'alpha permet de mesurer une performance, il ne dit rien sur les risques qui ont été pris pour obtenir cette performance. Et c'est là que l'on va s'intéresser au bêta. Le bêta mesure la volatilité d'un portefeuille par rapport au marché. Son calcul est un peu complexe car il fait appel à la variance et à la covariance. Le bêta prend la forme d'un coefficient qui tourne autour de 1. À 1, on a un portefeuille qui est aussi volatile que le marché. Au-dessus de 1, le portefeuille est plus volatile que le marché. Et en dessous de 1, on a un portefeuille moins volatile que le marché. Souvent, les actions technologiques, les petites capitalisations et les produits à levier ont un bêta supérieur à 1, ils sont donc plus volatiles que le marché, signe d'un risque supérieur, tandis que les grandes entreprises value ont souvent un bêta inférieur à 1, signe d'une moindre volatilité et donc d'un risque inférieur. On parlait tout à l'heure de Warren Buffett, le bêta de Berkshire Hathaway est de 0,69 depuis 1985, ce qui veut dire qu'il a non seulement réussi à battre le marché, mais qu'il l'a fait avec un portefeuille moins risqué et peu corrélé avec le marché. Car le bêta est aussi une indication de la corrélation d'un portefeuille ou d'un actif par rapport au marché. Plus le bêta s'éloigne de 1, et moins il y a de corrélation avec le marché. Un bêta de 0 indique une absence totale de corrélation avec le marché, et un bêta négatif signifie une corrélation inverse par rapport au marché. Par exemple, les obligations gouvernementales ont souvent un bêta négatif, les obligations montent lorsque les actions chutent, tandis que l'or a historiquement un bêta proche de 0. Il évolue selon son propre rythme et n'est pas beaucoup influencé par le marché des actions. Ce qui peut être difficile à comprendre avec le bêta, c'est le fait qu'il mesure deux choses en même temps, la volatilité et la corrélation par rapport au marché. Pour arriver à mieux l'appréhender, j'ai représenté sur ce graphique les différentes valeurs que peut prendre le coefficient bêta avec leur signification. Le bêta est souvent associé à l'alpha, car ensemble, ils permettent d'évaluer un portefeuille ou une stratégie. Grâce à l'alpha, on sait si notre portefeuille a généré un rendement intéressant, et grâce au bêta, on sait si le rendement a été obtenu en prenant un risque supérieur à celui du marché, et dans quelle mesure notre portefeuille est corrélé avec le marché, c'est-à-dire dans quelle mesure il est influencé par les mouvements du marché des actions. Si vous avez un portefeuille d'actions ou un portefeuille d'ETF,
Vous pouvez calculer l'alpha comme indication de la valeur de votre performance et le bêta comme indication du risque que vous avez pris. Il est clair que l'alpha est bien plus facile à calculer que le bêta, mais on peut calculer ce dernier automatiquement avec un logiciel à partir de l'historique des cours. On confond parfois l'alpha avec l'alpha de Jensen, qui est souvent simplement appelé alpha, mais qui calcule le rendement associé au risque en prenant en compte le bêta et un taux sans risque. C'est une des nombreuses variantes qui permettent de mesurer le rapport rendement sur risque. Quant au bêta, il est à l'origine du smart bêta, ou investissement factoriel, qui cherche à exploiter les inefficiences du marché pour obtenir de l'alpha, réduire les risques, ou encore obtenir un meilleur rendement ajusté au risque. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce que sont l'alpha et le bêta, et je vous dis à bientôt.